voit que c'est toujours pas facile de faire, c'est toujours pas facile de trouver. Bien, mes chers amis, je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose que vous faites quasiment tous les jours, pour ceux qui sont en extra-hospitalier, et également tous les jours pour ceux qui sont en intra-hospitalier, parce qu'ils ne les reçoivent, et les médicalisent. Bon, la photo est un petit peu déformée par l'informatique. Mais c'est à peu près ce qui se passe tous les jours quand il y a un accident de voiture et puis surtout quand il y a différents intervenants. On voit que c'est toujours pas facile de faire, c'est toujours pas facile de trouver sa place et toujours pas facile surtout de prendre en charge le polytraumatisé. Là, comme vous pouvez le voir, hein, il y a beaucoup de camions de pompiers, comme ça arrive souvent, parce que ce n'est pas seulement un seul véhicule qui va arriver sur les lieux, mais plusieurs. Et vous avez surtout beaucoup d'intervenants avec différents gilets, rose, jaune, vert. Puis on voit surtout sur la photo les collègues du SAMU, je ne sais pas si vous les voyez, ils ne sont pas droits. Voilà. Alors, quand on fait une intervention, alors aujourd'hui je vais vraiment centrer mon débat sur la relation qu'on peut avoir avec les pompiers, puisque le retour d'expérience nous dit que les relations ne sont pas si faciles que ça, et ce qui se passe mal, généralement, c'est le patient qui en fait les frais. Alors on va parler de certaines définitions qu'on va trouver couramment. Incarcéré, le fait d'être enfermé dans un véhicule à la suite de la déformation de la carrosserie. Ça, c'est la définition générique qu'on trouve dans le dictionnaire. Incarcéré revient à dire emprisonné ou enfermé. Un patient incarcéré, et ça c'est important pour lui, par définition, un patient polytraumatisé ou blessé grave. Un polytraumatisé se définit par la présence d'au moins une lésion grave mettant en jeu le pronostic vital. Et ça, je crois que c'est la définition qui est retenue, qui fait le consensus. La notion d'incarcération a un retentissement néfaste sur la prise en charge thérapeutique, bien entendu, et forcément sur le pronostic. Alors la golden hour est vraiment très importante, elle est toujours elle court toujours, et sachez que 50% des polytraumatisés, ne serait-ce que des accidentés de la route, meurent la première heure, avec ou sans présence des médecins. Un patient piégé, parce que ça c'est un vocabulaire qui va revenir souvent dans ce que disent les pompiers. Un patient piégé est un patient retenu à l'intérieur du véhicule. Souvent bénévole. Alors sur le plan des statistiques, ça c'est les statistiques françaises, et elle est valable pour tous les pays modernes. C'est la troisième cause de mortalité après les maladies cardiovasculaires et les cancers. Peut-être que ça va s'inverser, comme l'a dit tout à l'heure, enfin on espère en tous les cas, que ça va beaucoup baisser. Et elle représente un taux de 60 pour 100 000 habitants. C'est la première cause de mortalité chez les jeunes de 15-35 ans. Et ça, c'est très important, parce que généralement ceux qui meurent sont les plus jeunes. On va voir plus tard pourquoi. Alors une autre tranche d'âge, mais toujours les très jeunes, les 18-24 ans, représentent 9% de la population française en totalité, et ils représentent cela 26% des morts. Et généralement, c'est l'alcool qui en est la cause. Ces accidents ont lieu la nuit, principalement sur les routes départementales, 71%. Ce qui ne veut pas dire que les figures urbains n'en font pas. D'ailleurs, on en fait parfois des plus graves que sur les routes départementales. Facteurs de risque, bon, il y en a plusieurs, mais la triade létale qui revient souvent, c'est la vitesse, l'alcool et les drogues. Et quand on sait que c'est l'apanage des jeunes, on a tout compris. Je ne vais pas trop m'étaler sur le mécanisme, mais sachez en gros qu'il y a un mécanisme direct et puis un mécanisme indirect. Le mécanisme indirect, surtout la décélération, et là on va parler de surface de contact. Il est clair qu'une partie du corps qui va toucher
Juste une petite surface, elle va avoir des conséquences, et puis une grande surface, les conséquences vont être tout à fait autres. Alors la notion de poids apparent est très, très importante pour expliquer un peu les dégâts qu'on trouve sur le corps. Lors de l'arrêt brutal du corps, chaque organe poursuit son mouvement de translation verticale ou horizontale à la vitesse initiale. La traduction de cette décélération sur chacun des organes peut être comprise par la notion de poids apparent, définie comme le poids, le produit du poids réel et du nombre de jets auquel l'organe est soumis. Et avec un petit tableau, on n'arrive pas, voilà. On voit qu'à la vitesse de 36 km/h, c'est une vitesse très très réduite mais aux conséquences néfastes, que le poids par exemple du cerveau, sur la première ligne, qui pèse 1,5 kg, bon, à ce moment-là il passe à quasiment 15 kg. Le produit multiplié par 10, rien qu'en passant de 0 à 36 km/h. Et puis quand on double la vitesse, on passe de 36 à 72 km/h, à ce moment-là, le poids est quasiment multiplié par 40. On passe de 1,5 kg à 60. À ce moment-là, on peut imaginer qu'un arrêt brutal à cette vitesse-là peut engendrer énormément de dégâts. Là, vous avez un tableau qui parle non seulement du cerveau, mais également des autres organes, avec le cœur, la rate, le foie et puis le corps entier. Un poids de 70 kg à 36 km/h, il va peser quasiment 700 kg, 10 fois plus. Alors en matière de physiopathologie, ce qui revient le plus souvent, c'est une donnée qui va être développée par le docteur Ford peut-être plus tard, c'est l'hypoxémie et l'insuffisance circulatoire avec l'hémorragie. En gros, ce sont les deux phénomènes qui vont expliquer tous les dégâts qui se suivent. Et bien sûr, quand les deux causes sont intriquées, à ce moment-là, ça laisse peu de chance aux patients qu'on prend en charge. Alors bien entendu, l'atteinte de la colonne centrale, c'est-à-dire le cerveau, va encore anéantir les chances du patient. On voit bien que l'atteinte des voies aériennes supérieures aussi, ça peut être dans ce cadre-là, les corps étrangers qui peuvent être les dents, les caillots, les débris de verre, la chute de la langue en arrière, également avec par hypotonie musculaire, va générer tous les problèmes respiratoires. Il y a des problèmes de voie aérienne supérieure, mais également inférieure, que vous pouvez imaginer avec les volets costaux, les épanchements pleuraux, ou alors sanguins, ou alors les atteintes diaphragmatiques. L'hémorragie aiguë, elle, c'est vraiment cause très néfaste, qui va avoir comme une insuffisance respiratoire, comme conséquence une ischémie tissulaire, et elle peut être majorée également par les pneumothorax compressifs, par exemple, qui vont gêner le retour des nœuds. La brûlure étendue, la vasoplégie induite par les traumatismes médulaires. Donc tout ça va avoir comme aboutissement un arrêt cardio-respiratoire. Alors sur le plan thérapeutique, ce qui est particulier, c'est que là on n'est pas en sauve, on n'est pas dans le service d'urgence, le patient n'est pas sur un brancard sur lequel nous allons tourner, il n'est pas en réanimation, service dans lequel on n'est pas généralement tout seul, ce sont plusieurs médecins, il y a les infirmières, les anesthésistes, les chirurgiens et autres. Là, on se retrouve à travailler dans un espace très très réduit et généralement déformé, voire dangereux. Et donc, s'il n'y a pas un minimum de sécurité, on ne pourra pas intervenir. Ou alors, on intervient, mais avec des dégâts multipliés. Alors, pour revenir un petit peu à ce que disait tout à l'heure le professeur Lecoz, c'est que réellement, de plus en plus, les véhicules sont composés d'alliages nouveaux dont la découpe n'est pas toujours facile. Il y a des endroits qui sont certes à découper. Maintenant, nous sommes aidés par l'industrie parce que tout est répertorié.
Mais il fut un temps, ouais, on galérait beaucoup, par exemple, à découper des véhicules qui paraissent petits, mais très très renforcés, comme le souvenir qui me reste, c'est la Smart. Alors ceux-là sont les véhicules que vous pouvez trouver sur les lieux de l'intervention. Il manque l'ambulance de réanimation, mais on va la voir sur une autre diapo. On voit que tous les camions se ressemblent, et puis si on n'a pas notion, généralement on ne se préoccupe pas de ça, mais si on ne connaît pas, on risque d'être perdu. Donc là vous avez quatre ambulances, 4 véhicules différents, dont une ambulance. L'ambulance de réanimation, bien sûr, hein, on représente là tout ce qui est rouge. Le médecin aura la grande tâche de gérer la partie médicale. Alors vous allez arriver sur intervention où il va y avoir beaucoup d'intervenants, beaucoup de pompiers, et là il va falloir repérer le chef, hein, et il va falloir se diriger vers lui, et il va falloir coordonner les efforts avec lui. Alors s'il n'y a pas de communication, c'est clair que la manœuvre risque d'être très, très difficile, très compromise. Alors sur Marseille, nous intervenons selon ce schéma, c'est-à-dire en gros une organisation médecine de catastrophe, peut-être à petite échelle, mais c'est comme ça que ça marche. Nous voyons bien que, malheureusement, il me manque les flèches, voilà. Donc là, vous voyez que vous avez un côté gauche dans lequel il y a la partie médicale, et puis de l'autre côté, vous avez une partie pompier. Bon, le COSIM, c'est l'équivalent du CODIS, hein, sur Marseille. Puis vous avez le COS. Le COS, s'il n'y a pas d'interférence avec lui, il ne peut pas y avoir de choses de fait. Il y a des parties techniques que nous ne maîtrisons pas. Vous voyez qu'il y a 3 véhicules tout en bas, 2 véhicules tout en bas. Vous avez le véhicule de secours routier, il y a beaucoup d'abréviations chez nous, VSR, véhicule de secours routier. À côté, vous avez 2 types de véhicules. Vous avez le fourgon d'intervention, puis vous avez un autre véhicule un peu plus petit qui s'appelle le VPI. Alors sur tout ce qui est des incarcérations, vous allez trouver toujours, enfin ici en tout cas, un officier de garde technique, c'est-à-dire quelqu'un qui a un niveau de maîtrise pour ce qui est du découpage. Et généralement, il remplace le COS. Et c'est avec lui qu'il faut qu'il y ait interaction pour mener l'intervention à bien. Vous pouvez voir sur la diapo qu'il peut y avoir d'autres intervenants selon ce dont nous sommes confrontés, comme la DDE, hein, le gestionnaire des routes, ou alors la police ou l'EDF, la GDF. Et puis, selon la nature de l'accident, on peut monter en puissance. Alors sachez que quand vous arrivez sur le lieu de l'intervention, le VSAV, bien que ce soit un véhicule pompier, il va basculer à gauche et il sera sous l'autorité du médecin. Pourquoi? Parce que le VSAV, il va s'occuper du patient. Et sur intervention, c'est le médecin qui est le référent, qui est le responsable de la partie médicale. Alors celles-ci sont les missions sur une intervention de secours routier. Quand on arrive, la première des choses à faire, c'est la protection. Alors on fait aussi de la reconnaissance. S'il n'y a pas de sécurité, on n'envoie pas les gens pour mourir. Hein. Voilà, donc il faut toujours assurer un minimum. Et après, on rentre dans le vif du sujet. Alors sur intervention, il y a toujours une protection individuelle et une protection collective. La protection individuelle revient à bien s'équiper, on va la voir en photo un peu plus loin. Un médecin qui arrive sur intervention où il y a de la désincarcération, qui ne porte pas qui arrive en demi-manche ou qui arrive en sabot ou en tangle, comme ça peut arriver parfois, ça ne peut pas trop coller, quoi, parce qu'il risque d'être victime du danger, c'est pas très possible. Si le médecin vient soigner et puis qu'on fait un blessé, c'est pas trop sérieux. Donc voilà, il faut être bien habillé, on va montrer tout à l'heure
à peu près comment il faut s'équiper. Ça, c'est un message que j'adresse fortement à nos collègues des différents SAMU. Pour avoir déjà travaillé dans un SAMU, je sais qu'on ne donne pas trop d'importance à tout ce qui est protection, un casque avec des lunettes, parce que là, on va découper de la ferraille, il va y avoir des briques verres qui vont coller, il va y avoir de l'aluminium de fer, si on n'a pas de lunettes et on est proche de la pince qui les coupe, ça, voilà, c'est dangereux. Alors, quand les véhicules de pompiers arrivent, ils ont une checklist à faire, donc c'est des tâches à faire. Il y a ce qu'on appelle le balisage a priori, donc ils vont baliser. Avec les moyens du bord, ils ont toujours un minimum, des camps de Lubeck. Ils vont dire que nous sommes là, ils vont peut-être placer un camion, enfin leur camion, s'il n'y a personne, ils vont le placer à 20 mètres, 30 mètres, 100 mètres, 200 mètres, ça dépend où on se trouve. Est-ce qu'on est sur une route départementale, nationale ou une autoroute? Nous sommes là, on actionne un certain nombre de feux, de gyros, des gyros jeunes, qui veulent dire qu'attention, il y a danger, ou alors camion très lent, dans tous les cas faites attention, nous avons des triangles de signalisation aussi à porter qu'on peut mettre. Un peu plus tard, quand les moyens arrivent, on peut mettre en place une vigie, alors c'est soit un pompier auquel on va déléguer la tâche, ou alors on peut avoir des mécanismes avec fanion automatique qui disent attention, il y a danger, ralentissez. On ne monte jamais dans un véhicule sans avoir fait de calage. Si on ne cale pas le véhicule, on ne monte jamais. On monte dans un véhicule dans lequel il n'y a plus de frein, on sait qu'il a été accidenté, donc le système de freinage n'est plus bon, ça on ne le fait pas. Donc on cale, on balise, on cale, on crée une fenêtre pour rentrer et on fait rentrer un pompier. On fait rentrer un premier pompier qui va au contact de la victime, lui aussi qui va avoir une mission de secourisme à faire, mais également une mission technique, parce qu'il va, il va par exemple tirer le frein à main, si jamais le frein est là, il va enlever la clé du contact parce que parfois on peut avoir des problèmes électriques, et puis il va par exemple actionner l'ouverture du capot pour aider les collègues qui sont dehors de telle façon à décosser la batterie, puis faire d'autres gestes pour éviter que ça explose ou que ça plombe. Et après, quand les moyens pompiers en renfort arrivent, à ce moment-là, il y a d'autres tâches que j'explique, qui sont encore plus ardueuses, mais que je n'expliquerai pas ici. Voici par exemple une photo qui a été prise sur un accident de la route, où on voit derrière la victime un pompier, généralement un petit, qu'on appelle par convention écureuil, voilà, parce qu'il est agile, et puis il se faufile, parce que pour se créer une entrée dans le véhicule, c'est pas toujours facile. Donc lui, au mieux, il va s'asseoir, il va se mettre derrière la victime pour le stabiliser. Il peut faire des gestes de secourisme, arrêter une hémorragie, dégager un bras par exemple, mettre un collier cervical, faire un maintien de tête, parce que comme vous le savez, comme ça nous a été montré tout à l'heure dans la biomécanique, peut-être des organes les plus vulnérables, enfin une partie des corps les plus vulnérables quand il y a choc, c'est le rachis cervical. C'est vraiment un gros point de faiblesse. Pour ceux qui travaillent aux urgences, vous savez très bien que même s'il y a un choc minime à 10 km/h, les gens sans surprise ont toujours des cervicalgies, et ça c'est quasiment une constante que nous avons tout le temps. Donc l'écureuil qui est derrière, regardez comment voilà, il a le casque, il a son gilet, il a ses gants. Et puis vous avez l'autre pompier qui est en communication et qui fait le reste des soins. Alors la protection de l'accident, on en a parlé tout à l'heure. Juste peut-être une photo pour vous montrer un peu l'arrivée d'une ambulance quand elle arrive toute seule à l'accident. Elle se met un petit peu à distance en balisage, de telle façon à protéger l'accident avant l'arrivée des secours. Voilà, on ne monte pas dans un véhicule sans l'avoir calé. Là, il y a un véhicule qui est déjà calé. On essaye de trouver une porte d'entrée, et puis vous avez un soignant qui est juste à côté du conducteur. Voici la protection individuelle dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qui est à gauche, ça c'est les moyens pompiers, c'est pour découper, donc on va s'intéresser plutôt au secouriste de droite, il est juste derrière son ambulance qui va transporter peut-être la victime. En tous les cas, c'est la partie
sanitaire. Il a toujours un casque F2 pour ne pas se couper. Il a toujours des lunettes. Il porte toujours ce gilet de haute visibilité qui est obligatoire quand on intervient sur la chaussée, parce que sans ça, on n'est pas visible et on risque l'accident. Et puis, bien entendu, des chaussures qui sont fermées, idéalement des rangeers. Il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est également tactique pompier, c'est que quand il y a un accident, on sectorise le chantier, comme on le dit, et on le divise en 4. Et puis on définit des zones, une zone amont et puis une zone aval, une zone de flux. Donc il ne faut jamais se mettre dans la zone de flux parce que c'est très, très dangereux. Et c'est là où on risque d'avoir des suraccidents. La zone amont, c'est là où on va mettre nos véhicules qui vont arriver auprès du patient. Et puis, les véhicules sanitaires qui sont prêts à partir, jamais on les positionne en zone amont, on les positionne toujours en zone aval pour être prêts à partir. Parce que s'ils sont en zone amont, avec la police, les flux, tout ce qu'il y a, on a du mal un peu à partir. Et puis, on travaille toujours dans une zone de sécurité. C'est jamais la zone de flux, idéalement la zone protégée. La désincarcération, cet après-midi, en début d'après-midi, aux alentours de 14h, on va avoir une démonstration de VSR, du véhicule de secours routier. Donc on va vous montrer un petit peu ces places géantes et effrayantes, affreuses, et puis vous allez voir un peu qu'est-ce qu'elle peut dégager comme force, c'est impressionnant. Donc on prépare toujours le véhicule, on découpe les ceintures de sécurité, on essaie de tout neutraliser, de telle façon à pouvoir approcher nos victimes. Comment sortir la victime ou comment peut-être accéder, parce que parfois l'état de gravité fait qu'il est urgent de médicaliser la victime avant de la sortir. Au moment-là, il y a des techniques pour pouvoir l'approcher avec un maximum de confort, entre guillemets. Il y a des techniques pour découper les portes et puis pour dépavillonner. On va essayer de vous les montrer cet après-midi. L'examen clinique, c'est vraiment un temps très important de ce qu'on va passer devant le patient. Les premières données de l'examen sont généralement fournies par l'équipage secouriste. Et ce qui va être difficile pour le médecin, c'est comment examiner la victime dans un espace très réduit. Il ne peut pas tout faire, donc il va falloir qu'il adopte une façon de faire pour faire un minimum, faire un examen le plus détaillé possible et le plus court possible, parce que nous avons une victime qui risque de mourir d'un instant à l'autre. Il va falloir faire les choses bien et rapidement. Donc en gros, nous avons... nous, ce qu'on nous recommande, c'est d'examiner la victime de la tête aux pieds. Comme ça, on est systématisé, on sait ce qu'on va rechercher, on découpe s'il y a lieu de découper, on fait, on s'accorde avec l'officier pompier pour faire les manœuvres et faire extraire la victime. Alors, s'il y a lieu d'intuber la victime, bien entendu, on se met d'accord sur ce qu'il faut faire, de telle façon à dégager l'espace qu'il faut pour que le médecin intube, par exemple, la victime avant de le sortir. Poser la voie veineuse, ce n'est pas ce qui est le plus difficile. Depuis que nous avons les IO, la visseuse, ça marche très très bien et puis ça rend de grands services. L'évaluation de la gravité, c'est ce qu'il y a de plus important. Et la pratique, en fait, montre que les critères de Vittel qui ont été décrits en 2002 au congrès de Vittel sont très importants, mais la pratique fait que quand on passe un bilan, quand on parle avec ses collègues réanimateurs et autres, on les évoque jamais alors qu'ils sont très importants. Peut-être qu'il faudrait qu'on revoie un petit peu notre pratique et nous baser sur ce qui a été fait pour pouvoir mieux avancer.
Comme vous le savez, il y a cinq paramètres, 5 variables qui ont été décrites et qui sont très importantes. On voit bien, par exemple, pour le premier critère physiologique, on sait qu'un patient qui présente ces 3 critères, il a quasiment 65% quasiment de mortalité. C'est fou, parce qu'avec un Glasgow à 13, on est quasiment rassuré que le patient va bien. Non, c'est pas si simple, parce qu'il n'y a quasiment pas de différence entre un patient qui a un Glasgow à 4 et un Glasgow à 13. S'il a une tension à 90, une saturation inférieure à 90. C'est fou, mais c'est comme ça. Donc voilà, ceux-là, il faut les retenir et il faut les garder auprès de soi, surtout en salle de régulation, pour pouvoir bien orienter le patient. Bien entendu, là, vous avez tous les critères de gravité, on ne pourra pas tous les citer, mais quand ceux-là sont présents, ça complique un peu le pronostic. Peut-être un dernier point concernant l'indication de l'intubation. Alors, il y a eu un débat intubation dans le véhicule versus intubation dans l'ambulance, sur lequel on m'a demandé de faire des recherches. Et en fait, tout est possible, on peut tout faire, et ceci dépend en gros, 4 choses. Le premier, c'est l'état de la victime. Est-ce que le patient est stable ou pas stable? Est-ce qu'il y a des facteurs de prédictifs d'intubation difficile? Parce que si le patient il est difficile à intuber, je pense qu'il vaut mieux préférer le faire en position allongée qu'en position assise. L'expérience de l'opérateur, un médecin qui n'a jamais fait d'intubation en position assise, c'est pas la peine qu'il s'aventure à intuber un patient au piolet, alors qu'il n'a jamais fait auparavant, parce que c'est l'échec quasiment assuré. Puis l'instabilité respiratoire et hémodynamique, ou alors neurologique. Si le patient il tient pas, et puis on pense qu'il ne va pas tenir un quart d'heure, 20 minutes ou 25 minutes, le temps que dure la désincarcération, il faut le faire assez rapidement. Voilà, ce sont les 4 critères qu'on peut énumérer pour pouvoir faire une intubation assise ou allongée. Voilà, ça un algorithme qui reproduit un peu les indications d'intubation. Je ne vous parlerai pas du dégagement d'urgence, qui est quelque chose de... Bien sûr qu'il ne faut jamais faire, mais il faut le faire en extrême urgence. On extrait un peu les patients comme on peut, parce qu'il y a danger. Il faut bien entendu que le danger soit vital, réel, immédiat, voilà. Ça peut être un arrêt, ça peut être autre chose. Voilà, en conclusion, la désincarcération demande une collaboration de tous les instants entre les pompiers et l'équipe médicale, où le médecin occupe le rôle d'expert et chef de la chaîne médicale. Un patient incarcéré est par définition un polytraumatisé qui nécessite une concertation entre chefs, équipe médicale et équipe technique, pour priorisation de soins et de gestes de désincarcération. Nous, le secourisme, on ne sait pas faire. On sait faire du soin. Le secourisme, il est propre pour les pompiers. Donc il faut savoir être intelligent, faire le soin et puis laisser le secourisme aux secouristes. Sans tarder, sans attendre la fin de la désincarcération, les soins doivent être commencés au plus tôt. Certaines situations nécessitent une intubation orotrachéale in situ sans attendre un transfert en ambulance. Et je vous remercie.